Bienvenue à Touba depuis Darou Marnane où nous émettons pour les besoins du Grand Magal de Touba. Bienvenue tout de suite les grandes lignes dans cette édition. Jour de Magal à Touba, Darou Marnane marquant le départ en exil du 18 Safar de l'Hégire qui marque aussi le départ en exil du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. C'est aussi l'affluence dans la cité religieuse sur autre registre à Darou Marnane, quartier situé à l'entrée de Touba. C'est donc le fief de la famille de Mam Thierno Birahim Mbacké, la famille de ce dernier ancien donc homme de confiance de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké célèbre aussi le Magal à Touba. L'actuel khalife Serigne Modou Awa Balla Mbacké revient sur les quelques faits historiques à suivre dans cette édition. Autre registre dans cette édition, fidèle à sa mission, la couverture santé universelle s'est déployée dans la cité religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké où donc ils ont installé devant le domicile de Serigne Fallou Mbacké. Le directeur de la cellule de communication revient sur le bilan à 24 heures du Magal, mais aussi les perspectives de l'agence de la couverture de la santé universelle à suivre dans cette édition. Et puis à Saint-Louis, l'exploitation du pétrole et du gaz à Saint-Louis, l'association des pêcheurs artisanaux peine à digérer les impacts négatifs sur leur activité donc en mer. Ils accusent cependant GTA et Cosmos de faire dans la dilatoire. Ces accusations formulées en marge d'un sitting organisé par les pêcheurs. Vous aurez les détails dans cette édition. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le développement tout de suite après ça. Magal Touba aussi fidèle à sa mission, la couverture santé universelle est déployée à Touba dans la cité religieuse pour les besoins, donc pour un Magal assuré par la santé fidèle, par les fidèles d'avoir un Magal sous assistance. Cependant, campé devant le domicile de Serigne Fallou Mbacké, le directeur de la communication revient sur le bilan du Magal, mais aussi les perspectives de l'agence de la couverture de la santé universelle. Il s'agit de Ali Fall que nous suivons. Donc cette édition-ci est notre 9e édition où on marque notre présence pour profiter justement de l'affluence donc des pèlerins à Touba afin de sensibiliser les Sénégalais, les pèlerins de manière générale, donc sur l'importance d'avoir une couverture maladie. Alors aujourd'hui encore on est là, on profite de cette belle affluence depuis avant-hier. On discute avec les Sénégalais d'abord sur l'importance du programme, sur le niveau de connaissance, sur l'importance et surtout sur l'urgence de s'approprier ce programme, histoire de leur faire comprendre qu'il s'agit d'avoir une couverture maladie pour pouvoir demain anticiper donc les problèmes de santé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, souvent pour la plupart, la prise en charge de certaines maladies pose problème. Il y a énormément de difficultés décriées par les Sénégalais au niveau de l'accès aux soins de santé. Le programme de couverture sanitaire universelle est une belle opportunité pour justement l'ensemble des Sénégalais de pouvoir disposer des soins de qualité à moindre coût en passant naturellement par les mutuelles de santé ou peut-être par d'autres dispositifs de prise en charge pour pouvoir avoir accès à des soins de qualité, donc à moindre coût. L'exploitation du pétrole et du gaz. Nous sommes à Saint-Louis, l'association des pêcheurs artisanaux peine à digérer les impacts négatifs sur leur activité en mer. Ils accusent Zeta et Cosmos de faire dans le dilatoire des accusations formulées en marge d'un sitting organisé à Saint-Louis. Nous écoutons leur porte-parole du jour. Il s'agit de Mamadou Sarr que nous suivons. BP était dans le dilatoire. Depuis presque 6 ans, BP et Cosmos sont dans le dilatoire. Parce que pendant ces rencontres, le préfet, que je salue, a posé toutes les doléances des pêcheurs sur la table. Mais BP et Cosmos n'ont jamais été capables d'apporter une réponse sur tous les points qui ont été posés par les pêcheurs. Et ça, c'est déplorable. C'est déplorable. On ne peut pas cohabiter avec des gens pendant plus de 10 ans.
pendant plus de 10 ans, BP est dans le dilatoire, BP est dans le mensonge. Pendant 7 ans, 6 ans, actuellement, il a fallu que la communauté sorte pour que BP réagisse. Si nous avions décidé de nous taire, BP allait nous passer dessus. Mais ça, cela n'arrivera pas. Parce que la communauté, c'est une communauté consciente. C'est une communauté qui savent ce qu'ils veulent. Et BP ne peut pas se soustraire de ses engagements. BP ne peut pas se soustraire de ses obligations légales. BP ne peut pas se soustraire de ses obligations par rapport à ce projet GTA. Ce projet GTA a déjà tué la pêche. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce projet GTA est en train de polluer la mer. Ce projet GTA est en train de polluer l'air que nous respirons. Nos enfants sont en train de souffrir. Nos femmes sont en train de souffrir. Nos femmes font des va-et-vient entre les hôpitaux, entre les dispensaires. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Si BP attend que nous soyons enterrés, il ne verra pas ce jour. Restons avec les pêcheurs artisanaux, mais aussi les femmes transformatrices. Ces dernières voient leur activité anéantie à cause de l'exploitation de la farine de poisson. Mamadou Leye est un des responsables du collectif Taxawu Kayar que nous suivons. Parce que ces usines-là utilisent les pélagiques, donc qui sont les principales captures de la pêche artisanale responsable, de la pêche artisanale. Donc ces femmes transformatrices qui utilisaient ces poissons dans le cadre de leurs activités se voient concurrencées par ces usines qui ont une plus grande capacité financière, donc qui sont vouées donc, à la perte de leur emploi même, parce que ce sont des transformatrices qui emploient beaucoup de personnes et qui sont un maillon important dans la chaîne de valeur pêche. Donc tous ces impacts-là sont causés par ces usines de farine et d'huile de poisson. Actuellement, ils sont au nombre de 9 répartis dans tout le territoire. Donc nous en avons principalement ici au niveau de Joal, à Kayar, au niveau de Saint-Louis, de Diamniadio. Il y en avait même au niveau de Sandiara et au niveau même du sud. Donc ces usines-là ont été autorisées à exploiter au niveau du Sénégal, mais il se trouve un véritable problème environnemental, un véritable problème économique, un véritable problème dans le cadre de la pêche durable et de la protection surtout des juvéniles. Oui, nous allons utiliser surtout les moyens d'information par rapport à ce que les populations sont en train de vivre, avec les preuves de ce que nous avançons sur ces dégâts que ces usines sont en train d'être posés, avec une documentation, mais aussi avec les contradictions que ces usines sont en train de poser dans le cadre du code de la pêche, du code de l'environnement et dans le cadre général de la quiétude du cadre de vie des populations, des communautés. Ça a été très long, mais nous continuons notre bonhomme de chemin parce que nous croyons à notre justice au niveau du pays. Donc nous avons fait des lettres d'information, des lettres de sensibilisation aussi par rapport à tout ce qui est. Mais nous voyons que le processus est toujours lent. De la croisade contre la farine de poisson et l'huile de poisson, le plaidoyer est porté par les acteurs de la pêche qui donc alertent face à la prolifération des usines de poissons et de production dans leur cité. Ils interpellent depuis la Petite Côte les acteurs sur les dangers à produire la farine et l'huile de poisson. Abdoulaye Ndiaye est membre de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. D'abord, nous saluons les gestes de ces différents collectifs que nous essayons avec, pour le concours de l'ADEPA, de mutualiser tous les efforts de ces différents collectifs afin de massifier la lutte pour avoir gain de cause sur les effets néfastes des usines de farine et d'huile de poisson installées au Sénégal. Mais bien sûr, en lien avec la transparence dans la gestion des affaires maritimes, vous voyez que si on contextualise bien les choses, de l'avis des chercheurs, le stock disponible au Sénégal est surexploité, voire même pleinement exploité. Donc ça a permis aussi favoriser aussi l'État à prendre des dispositions nécessaires pour une gestion durable des produits halieutiques, vu le contexte et l'apport de ces denrées de première nécessité par l'apport en protéines d'origine animale
pour la sécurité et la santé des populations. Donc si on voit l'implantation de ces usines de farine de poisson dans ce contexte de raréfaction des populations, je crois que vous avez posé la question tout à l'heure, si vous n'avez pas gain de cause. Non, on n'est même pas espéré qu'on n'aura pas gain de cause avec ces nouvelles autorités étatiques du Sénégal qui vont certainement se pencher sur la question, statuer sur la question et faire des enquêtes objectives afin de dégager les réalités qui s'y est. Saint-Louis a renoué avec les registres, les régates, autant pour moi, une vieille tradition perpétuée, donc source d'unité et de cohésion sociale. Le maire de la ville donc salue l'initiative et s'engage à appuyer davantage. Il s'agit de Mansour Faye, maire de la vieille ville Saint-Louis, que nous suivons au micro de Bayogo. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, les régates polarisent quasiment toute la population de Saint-Louis. Vous avez vu autour du fleuve, côté Sor comme côté de l'île, et même sur le pont Faidherbe, comment les populations ont envahi toutes les places disponibles pour assister à cette compétition phare de Saint-Louis à travers ces régates. Donc pour nous, il nous fallait quand même gagner non seulement le pari de la mobilisation, mais aussi le pari de l'organisation. Depuis 2 ans, on assistait, disons, à une organisation partielle des régates. Et en travaillant avec les différentes composantes de la population de Guet-Ndar, nous avons réussi à réunir tout le monde pour qu'une seule course puisse être organisée avec la participation des 3 sous-quartiers de Guet-Ndar, Loda, Dak et Pondokole. Et voilà aujourd'hui le résultat. Et je voudrais, à travers ces mots, remercier Cheikh Samba Sène, remercier le maire Latif Fall et l'ensemble des personnes, les présidents donc, des différentes organisations au niveau des sous-quartiers pour leur contribution. Après le lancement officiel de la journée nationale, l'Arbre Accès a donc perpétué la tradition pour la réforestation du Dialaw Safi, le village de Ndiogoy dans la zone nord communément appelée Djorgui, a abrité la journée de l'arbre. Notre reporter Moussa Kidira était à la cérémonie. Voici son contrat. 2004-2024, voilà 2 décennies qu'Access engage le combat pour reverdir le Dialaw Safi avec 15 000 plants par an. La protection des sols contre les aléas, mais aussi la contribution à la promotion des groupements féminins. La zone nord, appelée Djorgui, s'est appropriée du projet. L'Association pour le développement de Djorgui et Access signe une convention pour le transfert d'expérience dans la gestion durable des ressources naturelles. Diogoy abrite l'édition 2024 de la journée de l'arbre d'Access. Nous avons initié un processus d'élaboration d'une convention de gestion durable des ressources naturelles, au terme duquel une charte a été élaborée à la délibération de la commune de Sindia. Joignant l'acte à la parole, dans le domaine de la souveraineté alimentaire, l'État du Sénégal a choisi le manguier comme arbre parrain de la journée nationale de l'arbre. Les populations se sont mobilisées pour donner un cachet particulier à la journée d'Access. Dans leurs propos convergents, le président Samba Ba et le technicien forestier ont démontré le rôle écologique, économique et social de l'arbre pour les populations. Dès lors, planter c'est bien, mais protéger et entretenir, c'est encore mieux. C'est bon de planter, mais c'est mieux d'entretenir et de protéger. Donc ça n'a pas de sens toutes les années de planter des milliers d'arbres alors que le taux de survie est presque dérisoire. Les gens aiment planter, c'est vrai, mais ils ne suivent pas. Pour la journée de l'arbre, vous voyez, on fait chaque fois au mois d'août. C'est pour que la pluie puisse accompagner. Auparavant, le président de l'Association pour le développement de Djorgui, le chef du village de Ndiogoy, la présidente des groupements féminins et d'autres orateurs ont tous magnifié les relations entre Access et ADD. L'accès à l'eau potable, le désenclavement de la zone, l'éducation et l'électrification sont apparus dans tous les discours.
En prélude des travaux de la démarcation de la partie fluviale de la frontière entre le Sénégal et le Mali prévue à Bamako en novembre prochain, la commission mixte de matérialisation de la frontière en conclave à Dakar. L'objectif principal est de valider la liste des coordonnées des points remarquables de la frontière le long des cours d'eau. On suit les explications de l'amiral Omar Wade, président de la Commission nationale de gestion des frontières que nous suivons au micro de nos confrères de l'APS. Je me réjouis de la tenue de cette rencontre fraternelle qui constitue une étape importante et qui témoigne de l'engagement de nos deux États à finaliser ce projet de démarcation lancé il y a quelques années. Je voudrais ensuite me réjouir de la qualité des résultats obtenus lors de cette rencontre. Le rapporteur vient de passer en revue le rapport final et je pense que des avancées notoires ont été notées. Président, nous avons pu, à l'aide des images de haute résolution, observer les évolutions de la configuration des 4 cours d'eau et choisir les points à matérialiser. Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper qu'il ne reste plus qu'à la mise en place du budget nécessaire pour procéder aux travaux de terrain. Je pense que des avancées notoires ont été notées, ont été relevées et nous pouvons être fiers des performances qui ont été réalisées. Je voudrais donc féliciter la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre le Mali et le Sénégal pour ces résultats élogieux, et avec une feuille de route réaliste et réalisable dans les délais qui sont actuellement retenus. Et j'espère vous rencontrer très bientôt ici à Bamako pour continuer dans cette dynamique de renforcement de la coopération transfrontalière, comme je l'ai dit. La préoccupation aujourd'hui, c'est la Falémé, la préoccupation, c'est la sécurité transfrontalière, la préoccupation, c'est le bien-être des populations transfrontalières. Et c'est ça l'objectif final sur lequel nous devons travailler. C'était là donc les quelques informations phares de cette journée depuis la cité religieuse de Touba. Nous vous rappelons que nous nous émettons depuis Darou Marnane. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre amabilité et de votre disponibilité. La rédaction vous donne rendez-vous aux environs de 19h pour les autres informations concernant le Grand Magal. Ceci dit, nous vous souhaitons un bon Magal.